Bonjour les amis, je vous emmène aujourd'hui en balade dans la rue qui traverse la totalité du 11e arrondissement, la rue du Chemin Vert. Elle démarre du boulevard Beaumarchais, se termine à côté du cimetière du Père-Lachaise. C'est un quartier en plein renouveau qui fait la part belle aux acteurs d'une économie plus responsable. C'est étonnant, innovant et surtout gourmand. Dans ce nouvel épisode autour de la rue du Chemin Vert, Yvan va vous faire rencontrer des jeunes qui croient à un avenir meilleur et responsable. Violaine, qui mise tout sur des pâtisseries d'un nouveau genre. Raw, ça veut dire cru en anglais. C'est des pâtisseries qui ne sont pas cuites. Sheima, qui a lancé le premier concept store vegan de Paris. On va prendre effectivement, pas du lait de vache, mais des noix de cajou, des graines de tournesol, du soja, mais on va aller l'affiner comme un fromage. Frédéric, on ne sait pas s'il est vegan, mais son histoire parle d'environnement quand même. On y plantait des choux, on y plante un truc qui va vous plaire, des cornichons. Pardon. Lucie, Éléonore et Cédric ont créé une nouvelle maison de vente aux enchères qui casse les codes. C'est pour vous, mademoiselle, à 70 €. J'ai expertisé des objets pour vous. À 70 €, c'est vu, et à la télé en plus. Adjugé 70 €. Mais pour commencer, Yvan va prendre un cours de pâtes soba, ces pâtes japonaises au sarrasin. Elles sont bio, sans gluten, riches en vitamines et acides aminés. Chemin vert, on vous dit. Salut Olivier, Bonjour Yvan. comment ça va? Enfin je devrais dire plutôt maître soba. Voilà, c'est ça, on peut dire ça, maître soba. Qu'est-ce que c'est qu'un maître soba? Un maître soba, c'est quelqu'un qui fait des pâtes soba, qui sont des pâtes japonaises, des spaghettis japonaises au sarrasin. C'est une véritable institution au Japon ça. Le soba, c'est le fast-food japonais. Alors montre-moi, c'est quoi du sarrasin exactement? Alors le sarrasin, c'est une polygonacée, c'est un cousin de l'oseille Ouais. et de la rhubarbe. C'est pas une céréale, Ah, c'est une c'est pas une pseudo-céréale. Il est vert, il fait de grandes feuilles que l'on peut aussi manger. C'est joli comme graine, hein? C'est une polygonacée, donc il y a 3 faces pointues. Et on l'appelle aussi sarrasin parce que quand elle est noire, elle ressemble au casque des guerriers morts qui nous ont envahis il y a 1000 ans. Ah c'est ça l'origine Voilà, du nom? c'est pour ça. Voilà. Ah c'est génial. Donc une fois qu'elle est décortiquée, On fait une farine très blanche qui est un petit peu le secret de la fabrication des soba. On fait une farine qui s'amalgame, qui est très blanche, très pure, et qui est déjà la première étape pour faire de très bonnes soba. On fait une grande pâte que l'on étale, que l'on va replier, Ok, et on arrive à ça, à cette et on galette arrive là. voilà, à ce pâton. Ce pâton. Donc tu as des couteaux qui sont dédiés uniquement à la découpe des soba, avec la main qui rentre dans le hachoir. Et on va découper nos soba qui font 2 mm sur 2 mm. Ça c'est un geste quand même. Ben, c'est ce que je suis allé apprendre au Japon. Voilà, en fait, si tu veux, c'est la maîtrise de la technique de la découpe. Parce que là c'est parfait, hein. Je vois que... Voilà. Donc on a effectivement, On va contrôler peut-être 2 mm, non? tu peux contrôler, mais voilà, on a un peu. Ah ouais, le toucher est assez agréable. Donc les fameuses pâtes de soba, c'est ça. Voilà. Les Japonais mangent beaucoup de soba, c'est leur porte-bonheur en début d'année. Et plus les soba vont être longues, plus ils auront de bonheur et d'argent dans l'année qui arrive. On a déjà un peu de pression pour les Japonais qui vont venir chercher des soba, voilà, dans l'espoir d'avoir la plus longue. Donc il faut... Bravo. Alors, on peut toujours rêver. Mais alors, comment tu as eu l'idée d'aller au Japon pour apprendre à faire des pâtes soba? Enfin, ça vient d'où cette idée-là? Ça remonte déjà à loin, parce que venant d'Ariège, j'avais été une petite année étudiant à Paris, dans les années 80, et j'avais découvert les premiers restaurants japonais qui ouvraient à l'Opéra. Et dans mes 25 ans de producteur de lait d'ânesse et de cosmétiques au lait d'ânesse, j'ai vendu au Japon, donc j'ai renoué des liens avec les Japonais, parce que j'avais des amis japonais, avec le Japon, et j'ai redécouvert à cette occasion les soba. Et quand j'ai voulu changer d'activité, arrêter la production de lait d'ânesse et des cosmétiques, j'ai ciblé ce projet sarrasin pour remettre en culture
le sarrasin dans les Pyrénées, et le valoriser de façon exotique, avec les soba, sortir de la galette. Et tu es le seul fabricant de soba frais Alors, je suis... à Paris, non? Alors, à Paris, et même, on pourrait dire, entre guillemets, En France peut-être au monde, parce que traditionnellement, au Japon, on mange des soba fraîches dans un restaurant. Mais emporter des soba fraîches à cuisiner à la maison, c'est quasi inexistant. Comment les Japonais cuisinent La cuisson des soba, en 100% sarrasin comme ça, ça va être 30 secondes. C'est très rapide. C'est une cuisson flash. On met les soba dans l'eau frémissante, on les retire et on les stoppe à l'eau glacée. Ça, c'est très important parce que c'est très fragile et il ne faut pas que ça cuise trop. Traditionnellement, les Japonais les mangent froides, trempées dans une sauce spéciale, sauce soja améliorée. Ça, c'est leur hanka habituel. Et les soba ne sont pas salés. Et donc, il faut quand même des produits plutôt salés pour relever un petit peu le goût du sarrasin. Ça a des vertus particulières, le sarrasin? C'est un produit qui a toutes les vitamines et les oligo-éléments qu'on retrouve dans la viande, par exemple. Donc, c'est un aliment de prédilection pour les végétariens. Moi, j'adore ce geste, je trouve ça très très Tu veux beau. essayer? Ben, je veux bien essayer, oui, mais je ne voudrais pas non plus gâcher le pâton. Alors, hop. D'accord. Tu vas faire glisser en donnant une petite impulsion. Voilà, et là, tu vas couper. Bon, heureusement que tu ne m'as pas embauché parce que... Non, mais il y a de bons débuts, hein, c'est bien. Là, on n'est plus sur la tagliatelle, mais c'est normal au départ. Et linguiné, là. Ouais, mais je suis allé trop loin, là. Bon, je vais arrêter le massacre. Alors, qu'est-ce que vous avez pris, madame? Moi, j'ai pris 2 boîtes de pâtes soba. Comment vous les cuisinez, vous? Je prépare ma sauce avec les tomates et les oignons du jardin. Beaucoup de sauce que je dépose sur les pâtes dans chaque assiette. Servi à l'assiette, c'est à la fois joli puis délicieux. Et vous connaissiez déjà les pâtes soba? Non, je connaissais pas. Ah, c'est une vraie découverte. Ah, c'est une découverte, mais je trouve ça super parce qu'en fait, on mange moins de viande qu'avant. Donc, je trouve que ça fait vraiment un plat, quoi. Merci à vous, madame. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Mais j'ai payé ou pas? Oui, oui. J'ai payé avec Par la carte. Ah bon? Vous voyez, on se rend même plus compte de ce qu'on fait dans ce magasin. Donc, voilà. À 2 pas de là, de l'autre côté du boulevard Richard Lenoir, 2 trentenaires ont donné un coup de jeune aux ventes aux enchères. Dans un décor café-boutique, on adjuge dans une ambiance détendue, mais avec de vrais experts et commissaires-priseurs. Bonjour Cédric. Bonjour Yvan. Ça va bien? Ça va, bienvenue. Bienvenue chez Fauve Paris. Je suis très étonné de trouver une salle des ventes ici, parce que d'habitude, pour moi, les salles des ventes, c'est Drouot ou l'avenue Montaigne, enfin des rues plus prestigieuses. C'est vrai que moi, ça fait 10 ans que je suis dans le métier. On a toujours connu la profession 8e, 9e arrondissement. Mais nous, dès le départ, on a voulu sortir de là et être où vivent les Parisiens aujourd'hui, c'est-à-dire dans le 11e arrondissement. Ici, j'ai les codes de toute la rue Saint-Sabin, où j'ai fait des inventaires partout. Ah, c'est-à-dire que les habitants... Les habitants du quartier nous apportent des objets. Ils sont acheteurs, vendeurs, prescripteurs, ils parlent de nous. Donc voilà, on est vraiment ravis de cette implantation locale. Donc, on a vraiment voulu, avec Lucie Léonore, libérer les enchères. Bonjour Lucie Léonore. Enchanté. Donc c'est tous les deux que vous avez eu cette idée-là. C'est ensemble Exactement. qu'on a fondé Fauve Paris il y a bientôt 5 ans. Et on s'est rencontrés à Drouot, à la cave Drouot même. À la cave Drouot. On s'est rencontrés dans un D'accord, bar, d'où dans un l'idée bar, donc un forcément endroit, de- c'est une institution quand même pour tous les commissaires-priseurs, les Et antiquaires. on se rendait compte qu'on avait la même vision du métier, qu'on avait envie de rafraîchir un peu tout ça et Ça c'est intéressant, rafraîchir. Mais rafraîchir quoi? rafraîchir l'accès même à la vente aux enchères. Nos amis nous posaient toujours plein de questions, mais concrètement ne pouvaient pas aller en vente aux enchères parce que c'était l'après-midi, parce que les expositions duraient quelques heures à peine en plein milieu de la semaine. C'est un peu fermé en plus comme univers. un peu fermé. Faut pousser les portes de Drouot, faut comprendre comment ça Ils nous fonctionne. demandaient mais est-ce qu'il faut venir habillé, est-ce qu'il y a un dress code, est-ce que c'est payant, enfin plein de questions. C'est payant uniquement si on achète des lots, mais l'entrée est complètement gratuite. Voilà. et voilà. Donc on avait vraiment à cœur de désacraliser l'accès à la vente aux enchères pour découvrir le mystère et surtout l'excitation de la vente aux enchères. C'est pour ça que vous êtes vraiment ouvert sur la rue. Parce que quand on passe devant, on a l'impression que c'est un magasin. Hein. Ben, c'est un lieu de vie, un lieu où on peut poser des questions, voir des œuvres d'art. Ça change toutes les semaines parce qu'on a une vente par semaine et donc les expositions durent
une semaine justement. Vous savez qu'on est dans un quartier un peu particulier quand même. On est dans le 11e, dans un endroit où on consomme différemment, où les habitants ne sont pas exactement comme les autres. On dit que c'est des vrais bobos et tout ça. Ça aussi, c'était important de vous mettre parmi cette population-là qui consomme différemment. Parce que vraiment ici, c'est de l'occasion, entre guillemets. Exactement. C'est du développement durable, pur et développement dur. durable. La table tric-trac que vous avez derrière vous, elle date de l'époque Louis XVI, fin du XVIIIe siècle. Donc je pense que son empreinte carbone, elle est bien amortie depuis le temps. Voilà, on est à plus de 250 ans pour un meuble et qui ira dans un nouvel appartement parisien ou ailleurs dans le monde. Mais qu'est-ce que vous vendez ici? Tous les objets ou des objets bien ciblés qui correspondent à une certaine clientèle? On vend de tout, parce que le métier de commissaire-priseur, vous voyez tout. À 9h, vous voyez un masque africain, à 10h, un tableau, à 11h, un meuble, à midi, de l'argenterie. Alors, elle est où la salle des ventes? Alors la salle des ventes est ici. Nous, dès le départ, on voulait avoir quelque chose de très mobile, où tout se passe sur place. On reçoit les clients, on expose, on stocke, on vend, on boit un verre, on travaille tout au même endroit. 30 euros, j'adjuge. 30 c'est pris par vous à 30. À 30 suivant, c'est levé à 30 euros. Tout le monde s'arrête sur le live, on fait signe, c'est pour vous, mademoiselle, à 70 euros. J'ai expertisé des objets pour vous. À 70 euros, c'est vu, et à la télé en plus. Adjugé 70 euros. C'est le moment que vous préférez. La vente, c'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment. Je pense qu'on fait ce métier de commissaire-priseur parce qu'on aime les objets et toute la diversité des objets. Mais le moment de la vente, c'est un peu la consécration. Il faut bien souligner que les ventes, c'est libre. On peut rentrer, sortir. Exactement. Bon, il faut respecter un petit peu les règles du jeu quand même. Mais après, nous, on s'amuse avec les gens qui vont rentrer, etc. Moi, j'interpelle toujours quelqu'un quand il rentre dans la salle. Bonjour monsieur, c'est 90. On continue, ça se joue sur Internet. À 90, 100. Et puis je le fais enchérir quoi qu'il arrive quand il rentre. Il est toujours un petit peu déboussolé, mais bon, c'est pour rire. On essaie d'avoir un rythme et puis quelque chose d'assez sympathique. Parce qu'une vente aux enchères, quand on présente 150, 200 objets, ça dure un petit peu de temps. Ça dure quand même 2 heures, 3 heures. Donc imaginez un spectacle qui dure 2 heures ou 3 heures, il faut que ça soit quelque chose qui ne soit pas monotone. Donc on est un peu en chef d'orchestre à devoir voir ce qui se passe en salle, ce qui se passe au téléphone, ce qui se passe sur Internet, puis ce qui se passe sur notre feuille où on a un peu une sorte de storyboard de la vente. 70. 70, on s'arrête sur Internet. 80. 80. Vous dites 90 90. C'est une transmission. Voilà, on a ces objets qui passent d'un amateur à un nouvel amateur. Souvent, ce sont des objets de famille qui sont oubliés, qui prennent la poussière dans un coin. Et donc, vous avez potentiellement plusieurs milliers d'euros qui prennent la poussière, qui ne sont pas aimés. Et de l'autre côté, quelqu'un qui n'attend que cet objet depuis peut-être toute sa vie. Et on lui permet de le trouver. Donc voilà, on transmet, on est juste passeur, on est passeur de ces histoires et passeur d'objets. Avant de rejoindre Frédéric, Yvan s'accorde un petit plaisir visuel du côté de la rue Saint-Maur. Quand vous visiterez le quartier, il faut absolument venir dans cette salle de spectacle. C'est un lieu qui a en grande partie transformé le quartier et fait venir une autre population. Ça s'appelle l'Atelier des Lumières. Vous me suivez, vous allez en prendre plein les mirettes. Incroyable, non? Dans cette ancienne fonderie, on s'immerge dans l'image. Au sol et sur tous les murs. On a l'impression de rentrer dans les tableaux. Ici, ceux de Klimt. C'est une expérience totale et une nouvelle manière de découvrir l'art. Pour le prix d'une séance de ciné. Et la prochaine installation, on plongera dans l'étoile de Van Gogh. Et c'est presque en face qu'Yvan rejoint Frédéric dans le square Gardette. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Surprise! Hop, là, voilà, salut Yvan. Ça va, Frédéric? Oui, très bien, vous aussi? Mais parfaitement. Regardez cette vigie, là, avec ce kiosque. Vous loupez rien, vous. Ah bah non, je vois tout. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver dans ce coin de verdure parce que
On n'est pas très loin de la rue du Chemin Vert. Oui. C'est pas vraiment la bien nommée dans le quartier. Ben, maintenant, non, aujourd'hui, non, aujourd'hui, mais dans le temps, souvenez-vous, il faut remonter loin, hein, il faut remonter au XIIIe siècle. C'était un chemin un peu sinueux qui montait vers Ménilmontant, c'est le cas de le dire. Et puis tout autour, il y avait des maraîchers, parce que le terrain était assez spongieux. Alors on y plantait des choux, on y plantait un truc qui va vous plaire, des cornichons. Pardon. Et du coup, le nom est resté, et pourtant on a construit pierre et briques, évidemment, tout autour. Et c'est pas un endroit qui a été un peu dangereux pour un certain philosophe inconnu du 18e? Quelle histoire! Vous savez que ça avait fait la une de tout Paris, c'était Jean-Jacques Rousseau qui se promène rue du Chemin Vert. Alors vous voyez, elle est un petit peu pentue cette rue. Alors lui, il monte vers Ménilmontant et d'un seul coup au loin, il voit un énorme chien qui descend à une vitesse incroyable. Alors il se dit, si je fais un pas de côté, je ne vais pas réussir à l'éviter tellement il est gros, donc je vais me pencher et puis il va sauter par-dessus. Et en fait, ce molosse, c'était un Danois, vous voyez un peu la hauteur de ces chiens. Alors, il n'en a fait qu'une bouchée, c'est-à-dire qu'il est tombé sur le côté, Jean-Jacques Rousseau, les 4 fers en l'air, il est presque tombé dans les pommes, et ça a fait la une. Alors dès le lendemain, tout le monde se gausse. Alors soit on prend fait et cause pour le philosophe en disant mais quand même c'est honteux, on pourrait tenir les chiens en laisse, enfin rien n'a changé. Oui, hein, ça n'a pas changé. Non. Et puis à l'inverse, vous avez des gens comme Voltaire qui dit quand on est philosophe, on est bien peu de choses finalement. Il se moque vraiment ouvertement. Alors endroit de maraîcher ici, moi j'ai entendu dire aussi que c'était un endroit de boucher, enfin il y avait des abattoirs. Des abattoirs. Alors ça c'était une volonté de l'empereur, Napoléon Ier. Il a désigné 5 lieux dans Paris pour y placer les abattoirs. Ils vont disparaître en 1868 au moment de la construction de la Villette, où on va absolument rassembler là, tous les abattoirs de la ville de Paris. Et aujourd'hui, donc, on a à la place un square. C'est le plus grand espace vert du 11e arrondissement. Un bon poumon. Voilà, un bon poumon. Et il y a de beaux arbres ici, mais il y a surtout une statue très intéressante qui est juste là. À double titre intéressant. D'abord pour le geste, ça permet d'apprendre à nos jeunes comment est-ce qu'on faisait avant les moissonneuses-batteuses. Les moissons. Les moissons. Lier. Alors voilà, c'est exactement ça. Il fait des bottes, en fait, des bottes de foin, des bottes de paille. Et en plus, cette statue, elle est en bronze. Elle est pratiquement unique à Paris. On n'en fait plus depuis que les Allemands sont passés et ont occupé la ville. Et ils ont fait fondre toutes les statues de bronze de la capitale, mis à part celle-là. Donc c'est une œuvre d'art qui date de 1891, signée Jacques Perrin. Dites-moi, vous m'avez dit qu'autrefois il y avait des bouchers ici. Ah oui. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui ça a bien changé, parce que maintenant dans le quartier, il y a des restaurants véganes. Ah, et vous y allez là? Mais oui. Alors bon appétit. Merci. Oui. Merci beaucoup. À plus tard. Moi je regarde. C'est vrai qu'ici, les enseignes tendance bio ou veggie fleurissent de partout. Alors le premier concept store vegan de Paris s'est tout naturellement implanté là. Yvan a rendez-vous avec Sheima, la jeune fondatrice. Viva las vegans, le ton est donné. Des fromages aux chaussures, en passant par les cosmétiques ou les vêtements, ici, tout est vegan, éthique et éco-responsable. Salut Yvan. Salut Sheima. Ça va? Oui, très bien. C'est quoi exactement comme matière ça alors? Ce qu'on appelle du polyurethane. Le polyurethane, c'est une alternative au cuir qui n'est pas végétale, qui est issue de la pétrochimie, mais on va faire un peu de la recherche et développement pour produire des matières les plus écologiques possibles. Donc qui demandent moins d'eau, qui ne polluent pas les eaux, il n'y a pas de produits toxiques. On va vraiment faire au mieux, quoi, si tu veux. Tout ce que tu proposes là, toutes ces chaussures, ces sacs, tout ça, c'est vegan. Tout est vegan, tout est sans cruauté et tout est un maximum écologique, effectivement. Tu as dit sans cruauté. Oui. Ça, c'est important. Bah oui, parce que évidemment le mode de vie vegan, c'est un mode de vie qui exclut la cruauté animale. Donc pour nous, dès qu'on a une exploitation, un élevage ou qu'on va jusqu'à tuer les animaux, c'est de la cruauté. Et ici, à côté, qu'est-ce qu'il y a alors? Ici, tu vas avoir du coup les cosmétiques. Donc cosmétiques sans cruauté, naturels aussi. On m'a parlé de coton-tige aussi réutilisable. Tu en as toi? Ouais, c'est ce qu'on appelait un auriculi. J'en ai plus. T'en as plus? Bon bah il y en a plus. J'en ai plus parce que figure-toi que ça part extrêmement vite. Comme quoi, il y a plein de gens qui veulent changer leurs habitudes. Là, c'est une très belle marque française qui travaille pas mal de matières innovantes d'ailleurs. Chez eux, tu vas retrouver des choses comme du cuir d'ananas, du pignatax ou du cuir de pomme, par exemple. C'est quoi du cuir d'ananas? Le cuir d'ananas ou le cuir de pomme, généralement, l'idée, c'est qu'on va utiliser les déchets de la production de pommes et d'ananas. On va prendre les fibres, on va les broyer, on va en faire un matériau qui ressemble à ça. Alors aujourd'hui, on est encore sur de la recherche. Du coup, c'est encore un mélange de polyurethane et de produits végétaux. Mais l'idée, c'est que d'ici 4-5 ans, on passe sur du 100% végétal, donc avec une empreinte de moins en moins importante. Ce qui est rigolo, c'est qu'on appelle ça du cuir.
Oui, parce que si tu veux, on va aller chercher à prendre des repères que les gens ont déjà. Sinon, tu les perds complètement. Si tu veux faire passer un message, c'est bien d'aller les attraper avec quelque chose qu'ils connaissent, si tu veux. Et là, il y a le rayon consacré à la nourriture, à l'alimentation. Ici, du coup, tu as toute l'épicerie. Nous, notre grande fierté, par exemple, c'est notre frigo de fromage. Ah, les fameux fromages. Ils sont là. Donc là, tu as vraiment du fromage artisanal. Donc si tu veux, on va prendre effectivement, pas du lait de vache, mais des noix de cajou, des graines de tournesol, du soja, mais on va aller l'affiner comme un fromage. Ça s'affine? Ça s'affine. Ouais, tout à fait. Dans des caves? Dans des caves, ouais, avec la bonne température. Vraiment comme tu fais du fromage, quoi. Ah. Alors, je t'ai préparé un petit plateau des familles. Est-ce que ça sent le fromage? Oui, ça sent le fromage. Ouais, c'est assez rigolo. Ça sent le fromage. Mais le côté crémeux. Bah ouais, alors là, je suis obligé de dire que c'est du fromage. Ça a le goût de fromage, ouais. C'est assez marrant. Des fois, on fait des soirées planches de fromage et vin. Et puis, tu as un couple de personnes qui est entré, qui a commandé sa petite planche, qui l'a dégusté, qui a trouvé ça super bon, et puis qui nous demande un petit bout de saucisson pour aller avec. Ah oui. Je me dis, mais non, en fait, pas de saucisson, en fait. Ouais. Ici, tout est vegan et ils étaient complètement étonnés, quoi. Je suis vraiment surpris, vraiment. J'avais beaucoup d'a priori. Ouais. Et là, je dois avouer que c'est très bon. Alors, passons. Oui, au Ça, salmon. c'est le salmon. Un saumon qui est fait à base d'algues. Je mets les doigts. Hein. J'adore. Mais ça a le goût de saumon. Non, mais c'est vrai que si on ne connaît pas, on voit pas l'aspect de ce qu'on mange. Ah non, mais c'est étonnant. Non, vraiment, je suis bluffé. Je suis bluffé. Je le savais. T'étais sûr de ton coup? Mais bien sûr. Bah oui. C'était quoi le déclic pour toi? Qu'est-ce qui a fait que tu es passé au véganisme? Alors moi, j'y suis arrivée par l'alimentation. Donc je me suis demandé, mais ok, pourquoi je mange ce que je mange? Comment ça arrive dans mon assiette et pourquoi? Et ça s'est passé facilement? Moi, je l'ai fait du jour au lendemain, mais parce que j'étais très informée. C'est-à-dire que j'étais informée. J'ai eu un déclic. Le lendemain, c'était bon. Et parlons des carences. Ouais. Est-ce qu'il y en a? Mais si on mange que vegan, il manque quand même une vitamine, Il manque la vitamine B12, oui. tout à fait. Qu'on trouve dans la protéine animale. Nous, on va aller la chercher dans des gélules. Ça, c'est obligatoire parce que sinon, ça peut être dangereux. Alors, sinon, c'est dangereux. Ça peut pas être, c'est dangereux. Donc, prenez votre B12, s'il vous plaît, si vous voulez devenir vegan. Après, c'est juste un petit geste très simple. Quand on voit ton magasin et qu'il ne désemplit pas, ça veut vraiment dire que c'est pas vraiment, vous n'êtes plus des ovnis, hein. C'est un vrai mouvement de fond là, qui se passe en ce moment autour du véganisme. Bah, complètement, oui. Maintenant, c'est un sujet banal. C'est vraiment une question éthique. C'est-à-dire que c'est une question de justice sociale. Vous voulez convaincre les gens d'adhérer à votre façon de se nourrir, de s'alimenter. Si on peut informer les gens sur la réalité de ce qu'ils consomment pour changer les comportements, pour qu'il y ait moins de souffrance par ailleurs, alors pourquoi ne pas le faire? Yvan n'a pas allé très loin pour une autre découverte culinaire, le cru. C'est la porte juste à côté. Comment ça va, Violaine? Ça va et toi? Très bien, merci. Dis-moi, cette rue, là, la rue du Chemin Vert, c'est la rue des expériences culinaires improbables. Hein. Là, je vais manger des pâtisseries Cru. Wow. Vegan et raw, ouais. Wow. Cru, en fait, raw, ça veut dire cru en anglais, ouais. C'est quoi des pâtisseries? Wow. C'est des pâtisseries qui sont pas cuites. Ah, Et c'est surtout des pâtisseries qui contiennent pas d'éléments normaux, type farine, œufs, blé, enfin tout ça. Donc que des aliments d'origine végétale. Donc on peut faire des pâtisseries sans cuire la pâte? Donc c'est là. Tu as un déshydrateur qui chauffe, comme tu vois, à 42, qui est en continu. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a en ce moment? On fait nos fonds de tarte. Poudre d'amande toute simple, avec un petit peu d'eau, on crée notre pâte. Et ensuite, tu mets ça au déshydrateur, ça te fait ton petit fond de tarte, qu'après on agrémente avec une crème de cajou. La cajou, on utilise beaucoup aussi, la de cajou. Tu es en train de me dire qu'on peut vraiment faire de la pâtisserie sans farine, sans beurre, sans sucre classique? Ouais, tu peux. Tu remplaces les sucres par de la date, du sirop d'agave ou du sirop d'érable, par exemple. Donc ça fait quoi? Des pâtisseries plus digestes? Ouais, plus digestes, mieux pour la santé, qui tiennent au corps, qui donnent pas d'addiction, envie de sucre tout le temps. C'est pour réhabituer les gens à manger plus sainement, entre guillemets. Je t'ai fait une petite sélection et ça c'est notre produit phare, c'est un petit opéra au chocolat cru et au café d'orge. Ah,
pense que j'ai une tête à aimer le chocolat. Ouais. Mais à l'origine, tu as fait des études de pâtissière? Comment ça s'est passé pour toi? Non, moi j'ai fait les beaux-arts. Rien à Écoute, voir. c'est pour ça que c'est joli, déjà. Déjà, ça aide. Ce qui m'a attiré vers ce concept-là, cette tendance culinaire, c'est tout le côté sain, bien-être, etc. C'est comme ça que je me suis dirigée vers ça. Non, c'est très très bon. Dans un cadre. Mais moi, j'ai envie de goûter la pâte aussi. Ouais. Bah peut-être Ça, c'est très l'agrume. bon. L'agrume, c'est léger. Ça commence par le citron. T'as vraiment le goût de Ouais. l'agrume. Après, l'amande. En fait, le truc avec le non cuit, c'est que t'as des goûts tels quels. C'est assez brut c'est de puissant. pomme. En fait. Ouais, comme ça, c'est brut de pomme. T'as raison, c'est Y a exactement pas de ça. chaud. Y a rien qui change, quoi. Ça reste frais. Quand ma maman faisait des pâtisseries, j'adorais manger ce qui n'était pas cuit encore. Tu sais, la pâte comme ça. Ouais. Ça me rappelle un peu ça. Ouais. Effectivement, elle est avec d'autres ingrédients. Non, c'est très très original. Bah ouais, ça l'est, ouais, pour le coup. Pour le moment, il n'y a personne qui le fait sur Paris, j'en connais pas encore. On va se dire au revoir ici, autour de ces merveilleuses pâtisseries. Merci Violaine. Merci beaucoup. Vous pouvez évidemment revoir cette émission sur France3.fr. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname. On va tout goûter. On va tout prendre. On va tout prendre, parce qu'on aime ça, tout manger. C'est génial. J'adore. Non, c'est vrai que c'est très très bon. Ça, j'aime bien. Allez, un petit rappel des bons plans. Pour vos pâtes fraîches 100% sarrasin, c'est l'atelier Soba. Pour vendre ou acheter aux enchères dans une ambiance décontractée, c'est chez Fauve Paris. Pour découvrir tout l'univers vegan, c'est chez Aujourd'hui Demain. Et pour tester des gâteaux crus, c'est chez Les Petites Pâtisseries.